Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Robert Bassols. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'automobile depuis 2021. Alors la FNA, c'est à la fois des mécaniciens, des garagistes, des écoles de conduite. C'est 150 000 entreprises, un peu plus de 400 000 salariés. Alors j'imagine que certains autour de cette audience ont dû littéralement s'étrangler en découvrant la thématique de cette nouvelle édition 2024, un garagiste à Cham. Pour le coup, effectivement... Comme quoi tout arrive. Comme quoi tout arrive. J'imagine qu'il y en a peut-être même qui ont pensé, ça y est, Guy nous a pété une durite, comme on dit trivialement, et pourquoi pas un coiffeur tant qu'on y est. Et je parle des coiffeurs parce qu'en fait, très souvent, les médecins aiment bien comparer le tarif de leur consultation au prix d'une coupe de cheveux, parce que d'ailleurs, je trouve aussi désobligeant pour les uns que pour les autres. Oui. Et pourtant, moi, je pense qu'il y a pas mal de points communs, finalement, entre les garagistes et les médecins. Premier point commun, ils sont d'abord assez nombreux sur le territoire, ils peuvent s'installer à peu près où ils veulent, Oui. mais dès qu'on a besoin d'un rendez-vous en urgence, eh ben c'est compliqué. Deuxième point commun, vous me confirmerez ou pas, on est d'accord? Je suis étonné. Non. Deuxième point commun, ils utilisent un vocabulaire assez complexe, très technique. Pour être tout à fait clair, on n'y comprend pas grand-chose et donc on est bien obligé de leur faire confiance. Troisième point commun, et là on arrive au cœur du sujet, ces deux professions ont connu des révolutions technologiques assez extraordinaires, qui sont d'ailleurs accélérées ces dernières années. Pour l'automobile, c'est l'électronique embarquée, les batteries au lithium, les véhicules hybrides, la voiture électrique et j'en passe. Pour la santé, c'est l'imagerie en 3D, les jumeaux numériques, les thérapies géniques, en gros tout ce qui est intelligence artificielle. Donc l'idée de ce débat qu'on va avoir ensemble, c'est d'essayer de voir comment vous, garagistes, vous vous formez et comment éventuellement le monde de la santé pourrait s'inspirer de ce que vous faites pour eux-mêmes se former. Pourquoi pas, c'est réciproque. Voilà, d'où ma première question. Combien de salariés bénéficient chaque année de la formation continue au sein de la FNA? D'ailleurs, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. 100 000 salariés environ se forment par an. Sur les 450 000, 100 000 se forment par an. Il y a eu une grande accélération depuis le Covid, parce qu'il y avait à peu près 80 000 salariés qui se formaient en 2019, et puis il y a de plus en plus de formations. Le Covid n'a rien à voir, je parle de Covid, mais tout compte fait, c'est surtout les évolutions technologiques qui font que... Enfin, 100 000, ça fait rêver quand même. La formation, 100 000, oui. Ça peut faire rêver ici. On les force à se former, je veux dire, on les rappelle sans arrêt pour qu'ils se forment. Ils vont peut-être s'efforcer aussi, les médecins, à se former un peu plus souvent. Je vous laisse, je ne vous demande pas de répondre à ça. Ça va, j'ai déjà pas mal de monde comme ça. Je ne vais pas m'occuper de tout non plus. Et alors, concrètement, comment ça se passe en termes de financement? Est-ce que c'est financé par les entreprises, par les pouvoirs publics, par les salariés eux-mêmes? Une grande partie par les OPCO, donc les organisations professionnelles, et puis les pouvoirs publics aussi, qui financent une partie, souvent dans les déplacements, etc. C'est surtout les OPCO qui financent le plus, et puis qui... justement, rappelle, les OPCO délèguent à des centres de formation, et ces centres de formation rappellent les salariés et les artisans à se former régulièrement. Ça coûte à peu près combien une formation aujourd'hui? Un ordre de grandeur, hein, ça. Alors, ouais, sur des formations, disons sur 2 jours, c'est de l'ordre de 4 500 €, quelque chose comme ça, donc... c'est des formations quand même assez lourdes, hein, mais on ne forme pas qu'une personne, c'est-à-dire qu'on forme à peu près 7-8 personnes en même temps. Voilà. Donc le coût d'une formation, ça doit aux alentours de 600 €. Et il y a un reste à charge pour les salariés ou pas? Pour les salariés, non. Pour les chefs d'entreprise, oui, parce que le système de formation est un peu différent, et donc le système de financement, je parle, et donc pour le reste à charge pour l'entreprise, souvent de l'ordre de 200 €, ce qui est pas... Ce qui est assez marginal par rapport au coût global d'une formation. Par rapport surtout au résultat d'une formation, parce que et alors justement, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est absolument nécessaire, pour un garagiste par exemple, de se former tout au long de sa vie professionnelle? Est-ce qu'on a le choix? Parce que la problématique, elle est là. De plus en plus, et là vous le voyez bien, il y a des évolutions, alors c'est dans tous les métiers, mais sur les voitures c'est exponentiel depuis quelques années. Vous en avez parlé en introduction, mais avec tout ce qui est embarqué dans l'automobile, je veux dire, vous pouvez pas, si vous ne vous formez pas, au bout de 8 ans, vous avez une vie à peu près de 8 ans de professionnel. Si vous ne vous formez pas au bout de 8 ans, vous êtes complètement déconnecté, c'est le mot. Donc il faut se former impérativement, tout simplement parce que
l'évolution est telle que si on ne fait pas d'efforts par rapport à l'IA, par exemple, puisque j'ai entendu beaucoup sur l'IA ce matin, là, il faut vouloir et ne pas subir les évolutions technologiques. Il faut y aller de l'avant. Je veux dire, ça ne résoudra pas tous les problèmes, l'IA, certainement pas. Mais je veux dire, on ne peut pas refuser une formation à ce niveau-là. Sinon, comment voulez-vous réparer les véhicules? Je veux dire, c'est fini, le tournevis, la cigarette sur le bord de l'oreille et les mains crades jusque-là, c'est terminé. Hein. Il y a un moment que c'est fini tout ça. Donc, il faut quand même se rendre compte que le métier a aussi évolué pleinement dans l'informatique, pleinement dans les ordinateurs, etc. Donc, on est obligé de suivre des formations permanentes. En fait, d'une certaine façon, c'est une opportunité si je veux dire qu'on ne peut pas refuser. Ben oui, la refuser, c'est revenir en arrière. Est-ce qu'on n'est pas né, être humain, pour revenir en arrière? Même si certains le préconisent, il faudrait arrêter ci, il faudrait arrêter là, mais là c'est notre débat. Mais je veux dire, on est obligé d'aller de l'avant. On ne peut pas refuser l'évolution, c'est très compliqué. Et alors quel est le profil type, si j'ose dire, du bon salarié ou du garagiste très volontaire? Chez les salariés, c'est assez hétéroclite. Peu importe, je veux dire, ils vont se former, parce que s'ils ne se forment pas, donc ils ne peuvent pas garder la place qu'ils ont. Chez les artisans, c'est différent, plutôt des jeunes, évidemment. Non, mais qu'est-ce qu'on appelle jeune, concrètement? Ça dépend. Si on regarde M. Valençan ou moi, il y a beaucoup de jeunes, oui, entre nous, à partir de nous. Donc, disons que jusqu'à 55 ans, on a beaucoup de gens qui se forment. Oh ben après, c'est des jeunes assez âgés, si j'ose dire. Ça laisse beaucoup d'espoir à tout le monde, finalement. La moyenne plutôt, voilà, entre 45 ans, entre 45 ans, c'est la moyenne des gens qui se forment, mais c'est très important. Je veux dire, on se forme tout au long de la vie. C'est pas une formation, c'est pas parce qu'on va aller dans une formation une fois dans la vie qu'on dit ça y est, je suis arrivé, je suis le plus beau, je sais tout. J'en ai entendu, hein. J'en ai eu des salariés aussi, des collègues. Je peux vous dire qu'il y en a qui pensent savoir tout. On ne sait jamais rien, comme disait Gabin dans la chanson, donc on sait qu'on ne sait jamais. Mais ce qui est certain, c'est que les formations, c'est permanent. On ne peut pas décider de faire une formation sur l'IA et s'arrêter là. Je veux dire, toute l'électronique embarquée qu'il y a dans les véhicules, maintenant vous le voyez bien, les pare-brises s'éteignent tout seuls, vos phares, vous n'avez plus besoin de vous en occuper, ils passent de phare à code, etc. La luminosité est différente, enfin bon, c'est pas fini, c'est encore, on n'est qu'au balbutiement. On va faire quand même attention. C'est un monsieur qui est philosophe qui était à cette table-là qui disait Elon Musk, il y a longtemps qu'il a connecté toutes les voitures entre elles. Tous ceux qui ici ont une Tesla, elles sont connectées les unes avec les autres. Et toutes les informations sont recueillies, centralisées. Donc je veux dire. Est-ce qu'on demande l'accord de la voiture en question au préalable? Non, on ne demande pas l'accord de la voiture, c'est ça la différence avec vous. Mais on ne demande pas non plus l'accord de l'acheteur de la voiture. Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre les artisans, par exemple, et les grosses entreprises? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus spécifiquement, on va dire, enthousiastes à l'idée de se former? Oui. Oui, il y a beaucoup d'artisans qui sont enthousiastes à se former parce qu'ils ont quand même la réalité, ils le voient autour d'eux, hein, les besoins qu'il y a, donc ils sont vraiment très demandeurs. C'est plutôt des jeunes, plutôt artisans, parce que c'est plus compliqué dans les grandes structures. Alors quand je dis artisans, c'est les moins de 11, entendons-nous. Les TPE, quoi. Voilà, les TPE. Ils sont très très demandeurs des formations. Pourquoi? Parce que souvent dans les grandes structures, il y a des formations en interne qui sont limitées quand même à ce que veut la direction. Sur les artisans, c'est beaucoup plus ouvert, le panel est plus large et on fait des formations beaucoup plus ouvertes que celles dans les grandes structures. Et puis les grandes structures, c'est très difficile, c'est moins agile. Sur un petit artisan avec ses quelques salariés, ses 4, 3, 2, 5 salariés, il a besoin de pouvoir réparer les véhicules de tout le monde ici dans la salle. Il ne peut pas dire ben, toi je te veux pas. C'est quand même compliqué. Hein. On essaie de ne pas le faire, ça. Enfin, je ne sais pas comment vous faites avec vos patients, mais on essaie quand même de ne pas trop sélectionner. Sinon, ça devient difficile. Même s'il est difficile d'avoir des rendez-vous. Je suis d'accord. Mais c'est pareil, hein, d'accord. avec les médecins. Alors, lorsqu'on a préparé cet entretien, vous m'avez dit qu'il y a un aspect qui est très important, c'est la recommandation entre pairs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace lorsque quelqu'un qui a déjà été formé parle de sa propre formation aux autres. Oui, ben, toujours. C'est-à-dire que quand tu vas faire des formations, tu en parles. Tu dis, tiens, on a fait ça, c'était bien, c'était intéressant. Et donc, on a des clubs d'artisans souvent dans les
dans les villages ou dans les villes plus grandes, les gros bourgs et les villes, il y a des clubs d'artisans sur lesquels souvent des artisans qui ont plus de 10 ans d'expérience viennent expliquer à des jeunes qui ont moins de 2-3 ans d'expérience, justement, les possibilités, etc. Et donc, ces artisans-là, souvent, disent aux jeunes, il faut vous former, les gars, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas reprendre nos entreprises, d'ailleurs. C'est un excellent argument. Et dites-moi, est-ce qu'il y a une évaluation après ces formations, ou est-ce qu'en réalité, l'évaluation vient simplement dans le fait de travailler au jour le jour, finalement, que c'est d'une certaine manière du travail continu? Oui, il n'y a pas d'évaluation une fois que les formations sont faites. On se rend compte, en fait, que les gens qui se forment sont demandeurs d'autres formations. Donc, je veux dire, l'évaluation, elle est plutôt là. Se dire, tout compte fait, les gens qui sont formés veulent continuer à se former sur d'autres modules, sur d'autres métiers même. Quand je dis d'autres métiers, en gardant l'automobile, mais voilà, sur des réparations différentes. Et oui, je pense que l'évaluation se fait là. Les gens qui se forment sont demandeurs de formation. Et il y a beaucoup qui se forment plusieurs fois par an. Oui. Alors concrètement, justement, ça se passe comment? C'est des demi-journées, c'est des journées, c'est combien de temps, on va dire, à peu près dans l'année? À peu près. Oui, les formations sont souvent sur 2 jours. Après, il y a des formations longues. Alors quand on dit longue, c'est moyen, enfin, c'est sur 6 jours, par exemple. Mais on ne fait pas 6 jours de formation. C'est-à-dire qu'au maxi, c'est 2 jours et ça se fait sur 3 modules. On ne fait pas 6 jours de formation d'affilée parce que alors là, les rendez-vous dans les garages, ce serait pire. Hein, si on n'est plus là. Enfin, 4 ou 6 demi-journées dans l'année, c'est déjà un temps conséquent. Oui, voilà. La moyenne de formation, c'est à peu près 4 jours par an. Voilà. Donc, c'est-à-dire 2 modules. Et donc, c'est quasiment tous les ans. Ce qui est déjà pas mal. Et alors, dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois, si j'ose dire, d'une surformation? Vous allez nous expliquer un peu ça, quand on a travaillé ensemble, je trouvais ça très intéressant à partager, y compris avec le monde de la santé. Oui, alors, oui, le risque de la surformation, c'est toujours un danger, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure aussi. Attention de ne pas trop en faire. Et il est souvent chez des jeunes qui sortent du scolaire et qui partent dans une formation encore plus importante, pas du scolaire, qui partent des centres de formation d'apprentis, qui ont un BP, qui ont un bac pro, etc. Et puis après, qui veulent continuer les formations. La problématique qu'on rencontre avec ces jeunes-là, souvent, c'est attention, l'IA ne fera pas tout pour vous. Parce que la grosse problématique, c'est de faire trop confiance à la machine. Et ils passent à côté de pannes qui sont très simples. Il faut savoir que 2/3 des pannes, il suffit d'écouter le client, le patient pour vous, le client, il suffit de voir comment tourne le véhicule et on sait à peu près, bien sûr que c'est pas l'époque des tournevis, comme je disais tout à l'heure, mais on sait à peu près la panne qu'il y a. Et souvent les jeunes passent d'abord par la machine avant d'avoir détecté la panne. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut coûter beaucoup d'argent et surtout ne pas avoir de bons résultats. Donc faire attention dans les formations. Mais se former, c'est primordial. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un combat de toute une vie et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on se dise tous. On n'a pas la science, c'est pas possible. Donc à nous de l'acquérir. Ne pas refuser les évolutions. Attention quand même, l'intelligence, c'est important. Donc si je comprends bien, un bon garagiste, c'est quelqu'un qui écoute son client, qui analyse, qui utilise ses connaissances, qui fait part de son expérience. Finalement, vous voyez, il n'y a pas tant de différence que ça finalement, entre un bon garagiste et un bon médecin. Non, en fait c'est la même chose. On est des médecins de l'automobile, quoi, en quelque sorte. Écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. Vous savez que Guy est très intéressé par les horaires. On va finir pour une fois en avance. Merci à vous, merci à toi Guy. Merci.